le Premier ministre Jean Castex joue à l'équilibrisme quant aux nouvelles adoptées pour maîtriser la seconde vague de contamination au Covid-19. En entretien dans le 20h de TF1, il a annoncé que les petits commerces resteront fermés et les grandes surfaces ouvertes devront bloquer l'accès aux rayons de produits non essentiels. Dès mardi, la vente des produits qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité seront également prohibés dans les grandes surfaces à partir de mardi, a ajouté le Premier ministre. En reconnaissant qu'il s'agissait pour lui d'un crève-cœur, Jean Castex a promis de soutenir massivement ces commerces pour ne pas qu'ils mettent la clé sous la porte. J'ai décidé, dans le décret qui régit le confinement, d'ajouter une disposition qui entrera en vigueur mardi matin, interdisant la vente des produits qui ne peuvent pas être vendus, qui sont d'ores et déjà interdits dans les commerces de proximité, donc l'interdisant dans les grandes surfaces. Nous ne reviendrons pas, c'est certainement pas le moment de revenir sur les mesures annoncées, c'est beaucoup trop tôt. D'ailleurs, je dois vous dire... Pas de réouverture dans l'immédiat. Pas de réouverture, madame. Et je vois même qu'il faut que toutes et tous, au-delà des commerçants, que nous soyons extrêmement vigilants, que nous respections ce confinement. Il en va de la survie de l'économie, il en va de notre santé collective. L'économie, c'est un problème de justice. Eh bien, moi, j'entends ça. Je comprends qu'on puisse considérer qu'on ne puisse pas vendre tel produit, des fleurs, des livres, dans un commerce de proximité et qu'on puisse le vendre dans une grande surface. Je comprends parfaitement que ça puisse choquer. Le Premier ministre a affirmé comprendre que les Français râlent, ajoutant qu'un point serait fait dans 15 jours et puis, surtout, à l'échéance du 1er décembre, fixée comme la fin de ce confinement. Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'Organisation mondiale de la santé OMS, a annoncé sur son compte Twitter avoir été identifié comme un contact de quelqu'un qui a été testé positif au Covid-19. Le patron de l'OMS a souligné qu'il est extrêmement important de se conformer tous aux directives sanitaires. C'est ainsi que nous briserons les chaînes de transmission du Covid-19, supprimerons le virus et protégerons les systèmes de santé. Tedros a été en première ligne des initiatives de l'Agence de santé des Nations Unies pour lutter contre la pandémie qui a coûté la vie à près de 1,2 million de personnes et infecté plus de 46 millions de personnes dans le monde depuis que le nouveau coronavirus est apparu en Chine fin 2019. L'ancien ministre éthiopien de la Santé et des Affaires étrangères, âgé de 55 ans, a répété pendant des mois que chaque personne avait un rôle à jouer dans l'arrêt de la propagation du virus. Début octobre, il avait vigoureusement défendu le travail réalisé par l'organisation, accusée notamment par le président américain Donald Trump d'incompétence dans sa gestion de la pandémie. Genève, où l'OMS a son siège social, a déclaré dimanche un nouvel état d'urgence et affirmé que la ville irait au-delà des mesures nationales suisses en fermant tous les bars, restaurants et magasins non essentiels. Les autorités de la région, qui comptent environ 500 000 habitants, ont déclaré que les nouvelles mesures étaient nécessaires en raison de la flambée des cas avec plus de 1000 tests quotidiens positifs ces derniers jours et de l'augmentation du nombre de patients atteints de Covid-19 dans les hôpitaux et les unités de soins d'urgence de Genève. Freeman Mbowe, patron du Chadema, avait appelé ses partisans à descendre dans la rue à compter de lundi pour réclamer de nouvelles élections, la présidentielle et les législatives du 28 octobre ayant été entachées de fraude selon l'opposition. Le responsable de la police a averti que toute personne impliquée dans la préparation de manifestations illégales sera arrêtée et traduite en justice. Le président John Magufuli, 61 ans, a été réélu pour un second mandat avec 84,39% des voix et son parti, le CCM, au pouvoir depuis l'indépendance, a raflé la quasi-totalité des 264 sièges en jeu aux législatives. Candidat du Chadema et principal adversaire de Magufuli à la présidentielle, Tundu Lissu, revenu en Tanzanie après 3 ans de soins et de convalescence à l'étranger consécutif à une tentative d'assassinat,
politique. Selon lui, en 2017, n'a recueilli que 13,03% des voix. La loi en Tanzanie ne l'autorisant pas, la porte de la contestation des résultats de la présidentielle devant un tribunal nous est fermée. Et c'est pourquoi nous avons décidé de nous adresser au peuple, avait expliqué samedi Lissou lors de l'appel à manifester lancé par le Chadema avec l'ACT Wazalando, autre parti d'opposition. Le premier mandat de Magufuli, élu avec 58% des voix en 2015, a été caractérisé par un net recul des libertés fondamentales et une multiplication des attaques contre l'opposition, selon les organisations de défense des droits de l'homme. Ces arbres ont près de 20 ans, ils sont morts, il n'y a plus d'eau, soupire Ahmed Driouch devant des orangers flétris d'une ferme près d'Agadir. Face à une sécheresse qui dure depuis 3 ans et qui pèse sur les ressources hydriques, les autorités n'ont pas trouvé d'autre solution que de détourner progressivement l'eau des barrages qui irriguaient les fermes de la région d'Agadir pour assurer l'accès à l'eau potable à près d'1 million de Marocains. Depuis début octobre, le stress hydrique est tel que l'eau des robinets est coupée entre 22h et 5h du matin à Agadir. À l'échelle nationale, le taux de remplissage des barrages plafonnait à moins de 37% fin octobre, contre 45,6% à la même période l'année dernière. Et c'est autour d'Agadir, première région exportatrice d'agrumes et de primeurs, que les réserves sont au plus bas. Les restrictions d'accès à l'eau du robinet sont une mesure de précaution qui a permis d'économiser 20% de l'eau gaspillée la nuit. Les 3 dernières années ont été caractérisées par une sécheresse très prononcée. Ce qui fait que les réserves au niveau des barrages aujourd'hui, ils sont à un niveau très bas. On enregistre des niveaux très bas, historiquement jamais observés à l'échelle du bassin. Donc ça, d'abord, c'est une donnée inquiétante. Les autorités ont aussi décidé d'interdire à Agadir l'irrigation des terrains de golf et des jardins d'hôtel avec de l'eau potable en encourageant l'utilisation des eaux usées traitées. Les autorités misent désormais sur le démarrage en avril 2021 d'une usine de dessalement de l'eau de mer à Agadir. Celle-ci doit combler le déficit en eau potable de la région et permettre d'irriguer de nouveau une partie des terres agricoles. Par rapport à ce qui existe sur le marché, donc les prothèses qu'on est en train de développer sont beaucoup plus intelligentes parce qu'on essaie d'intégrer du machine learning dans notre algorithme pour faciliter la reconnaissance des signaux musculaires de l'utilisateur. Elle est aussi plus légère grâce à l'impression 3D personnalisable. En général, j'ai toujours voulu faire un truc qui change positivement l'humanité et ce monde. Et après, plus spécifiquement, j'ai commencé à rencontrer des personnes qui ont cette amputation ou ce manque ou cette différence de membre supérieur ou inférieur. Et j'ai commencé à sympathiser avec eux. Ils sont maintenant mes amis, je crois qu'ils méritent une vie meilleure. Plein de challenges, des challenges administratifs, il y a les challenges légaux comme les certifications dont on a besoin dans notre métier. Il y a l'accès au financement, surtout dans le médical, les hardware. Il y a aussi la partie d'importation des composants et le paiement en ligne. Il n'y a pas de moyen de payer en ligne, c'est ce genre de problème qu'on trouve chaque jour dans notre aventure. Le Fonds monétaire international a déjà dit s'attendre à un recul historique du produit intérieur brut en Tunisie, à moins 7% en 2020, en raison notamment des conséquences de la pandémie de Covid-19. Cette situation est aussi le résultat du cumul de plusieurs années d'instabilité économique, sociale et politique, a estimé Meshishi. Depuis la révolution de 2011, 9 gouvernements se sont succédés, entravant l'adoption de réformes de fonds pour relancer une économie en difficulté. Le déficit budgétaire en 2020 atteindra 14% du produit intérieur brut et il n'est possible de réduire ce taux que de 2 points seulement en reportant le remboursement des dettes, a indiqué Meshishi. Le plan quadriennal de financement du Fonds monétaire international a pris fin au printemps, sans perspective pour la suite, alors que Tunis, qui s'est largement appuyé sur les bailleurs internationaux ces dernières années,
peine à boucler son budget pour 2020. Pour Meshishi, la solution est que la Banque centrale, qui est consciente de son rôle pour limiter cette crise actuelle, participe à financer ce déficit. La Banque centrale de Tunisie avait critiqué la semaine dernière un déficit jugé excessif et un recours estimé trop lourd au financement intérieur dans la loi de finances complémentaire. Il est nécessaire de retourner au travail, a martelé Meshishi, ajoutant qu'il n'est plus acceptable de permettre les protestations qui bloquent des routes et qui entravent l'exploitation des richesses du pays comme le pétrole et le phosphate. La Tunisie, l'un des principaux producteurs de phosphate au monde, a dû en importer cette année en raison de mouvements sociaux similaires selon des médias locaux. La tension est montée d'un cran ces derniers jours entre le gouvernement fédéral d'Addis Abeba et le gouvernement régional du Tigré qui ne reconnaît plus l'autorité de l'État fédéral depuis le report des élections nationales prévues en août. Le Front de libération du peuple du Tigré, le parti au pouvoir de cette région d'Éthiopie, a attaqué un camp militaire fédéral dans le Tigré, a accusé Abiy Ahmed dans un texte posté en pleine nuit sur Facebook et sur Twitter. Le Conseil des ministres du gouvernement fédéral a décrété mercredi l'état d'urgence pour 6 mois dans la région du Tigré, estimant que la situation a atteint un niveau tel qu'elle ne peut plus être empêchée ou contrôlée via les mécanismes habituels de maintien de l'ordre. On ignore encore quelle modalité prendra cet état d'urgence ou la nature concrète de la réponse militaire fédérale. Dans une adresse télévisée tôt mercredi matin, Abiy a précisé que des forces déloyales s'étaient retournées contre l'armée à Mekele, capitale du Tigré, et à Dansha, une ville de l'ouest de la région. L'attaque a fait de nombreux morts, des blessés et des dégâts matériels, a indiqué le Premier ministre. Dans un communiqué diffusé sur les médias régionaux, le gouvernement du Tigré a déclaré que les gradés et les soldats dépendants du commandement nord de l'armée éthiopienne, basé à Mekele, ont décidé d'être aux côtés du peuple du Tigré et du gouvernement régional. Il n'était pas possible de corroborer dans l'immédiat les différentes versions des deux camps.